en 5 jours, je peux remettre dans les caisses de l'État 800 milliards. En 5 jours? En 5 jours. Le thème de ma campagne, c'est la lutte contre la corruption et la mise en place d'un gouvernement de transition. 5 ans. How will you convince the Anglophone belligerents to sit at the same table with the state? Oh, they are ready. After so many years of They are violence ready and to mistrust. dialogue. They are ready to dialogue. « 73 ans, le regard vif, les mots pesés, la conviction intacte. Cet avocat de renommée internationale, ancien vice-président de Transparency International, héritier d'un nom chargé d'histoire, revient 7 ans après sa première candidature briguer la magistrature suprême. Akeretandem Mouna se présente à nouveau face à Paul Biya, 92 ans, afin de présenter une alternative. Il incarne donc cette alternative-là. Entre héritage familial, lutte contre la corruption, également promesse d'un Cameroun réconcilié, vision pour la paix, il se prête au jeu dans une interview spéciale présidentielle qui d'ailleurs commence maintenant. Bienvenue à tous. Bonjour, Maître Mouna. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, je l'ai dit à l'entame de l'émission, vous êtes à nouveau candidat à cette élection présidentielle, mais nous allons en parler dans un instant. OK. Si vous me permettez, j'aimerais que nous évoquions une figure historique et emblématique de la politique camerounaise qu'est votre papa. Ancien Premier ministre du Cameroun anglophone, ancien président de l'Assemblée nationale. À votre avis, qu'aurait-il pensé de la situation politique actuelle du Cameroun? Je crois qu'il dirait purement que c'était un désastre parce qu'il le sentait déjà en partant quand il a vu le niveau de la corruption qui était grandissant et le fait que le peuple commençait à en souffrir parce que les revenus et les richesses du pays doivent servir premier le peuple du Cameroun. Je le dis parce que mon père a été aussi vice-président de la République fédérale de 70 à 72, juste avant la République unie. Donc je pense qu'il vivrait très mal la situation que nous vivons. À l'entame de cette émission, vous avez tenu à marquer une précision. Votre papa, c'est Salomon Tandeng Mouna. Et moi, c'est Akere Tabeng Mouna. Et pour la petite histoire, c'est en fait la même chose. Parce que mon père avait son nom, c'était en fait Solomon Tabeng Mouna. Mais quand il est parti à l'école, on a plutôt écrit Tandeng et c'est resté. Et quand moi je suis né en 52, on lui donne le même nom. Il dit oui, si c'est le même nom, alors vous mettez plutôt Tabeng. La même chose qui veut dire Father of the Land, donc père de la patrie. Père de la patrie. Et voilà. Eh bien. Eh bien, voilà. Eh bien. Justement, vous êtes issu d'une famille assez atypique. Certains membres de la fratrie ont choisi des métiers qui sont un peu loin des projecteurs comme ingénierie et médecine. 2 membres d'une même fratrie ont brigué l'élection présidentielle, sans oublier la petite sœur qui était ex-ministre des Arts et de la Culture. Comment se passent les dîners et les réunions de famille chez les Mouna? Est-ce qu'on parle politique à table? Pas du tout. 2 choses qu'on ne fait pas, ni de la vie privée des uns, et ni de la politique, les croyances des uns et des autres. Donc c'est facile. Et c'était très intéressant, plus au barreau, puisque Bernard, mon frère Bernard, était bâtonnier. Et moi aussi, je suis devenu bâtonnier. Donc la seule famille dans le pays à avoir produit 2 bâtonniers en un espace de 4 ans, il faudrait le dire. Et je pense que la passion de Bernard m'a beaucoup marqué, en ce qui concerne le métier. Mais c'est tout cela. Je pense que mon père nous a bien appris la leçon de laisser chacun, n'est-ce pas, dans sa piste. Je me rappelle une fois, ma mère m'avait demandé si je n'avais pas la tenue de l'UNC. J'ai dit, je fais quoi avec ça? Mon père a dit, ça, si c'est ton parti, c'est pas le sien, on en est là. C'est très bien géré. Alors, ça doit être particulier d'être un membre de cette famille, entre les avocats, les médecins, les ingénieurs, et tout. C'est un sentiment de fierté. De fierté et tout à l'honneur de mon père, parce que mon père nous a toujours dit que vous comptez sur vous-même avant toute chose. Donc, quel que soit le métier que vous choisissez, essayez d'aller
jusqu'au sommet de ce métier-là. Et je pense que c'est la chose que je retiens de ce papa qui nous a bien encadrés et qui nous a demandé de miser plus sur le travail. D'accord. Parlons de toute autre chose à présent. Le 22 août 2025, le Conseil constitutionnel a rejeté votre requête visant à contester la candidature du président Paul Biya à l'élection du 12 octobre 2025. Vous dénonciez une gouvernance par procuration, soulignant également les absences prolongées du chef de l'État et aussi l'inactivité de certaines institutions clés. Le Conseil a estimé que votre requête était non justifiée malgré les pièces fournies. Mais tout de même, est-ce qu'on peut voir dans cette recevabilité quand même un pas démocratique, que l'on puisse aujourd'hui reconnaître la recevabilité d'une telle démarche? Oui, c'est très bien de souligner cela. Moi, je pense que c'est une première victoire. Et je suis content que vous, de la presse, vous releviez cela. Parce que c'est dur d'être dans un pays où les choses les plus importantes n'est pas sous silence. Mais ce qu'on n'a pas dit, parce que la deuxième victoire, c'est en fait, il a dit que notre requête était, n'est-ce pas, recevable. Donc, on était au bon endroit. Et les textes étaient corrects. Et il a dit que c'était pas justifié. Et les gens pensent que nous avons dit qu'il gouvernait par procuration. Pas vraiment cela. Le texte parle de quelqu'un qui est dépendant des tiers. Donc, un des éléments qui soit dépendant des tiers, c'est qu'il y a des tiers qui agissent pour lui. Ou bien il y a des fois, il agit sous le contrôle des tiers. Le vrai débat s'est posé, et tel qu'il a été situé par le rapporteur, c'est de savoir si le texte, l'article 118 en l'occurrence, voudrait dire dépendant des tiers étrangers. Il a dit que donc, on devait montrer que s'il y a dépendance, que c'était sur un étranger. D'où l'exemple que je donnais au Conseil sur le président Ahidjo, qui avait été, on lui a dit qu'il était malade, qu'en fait il n'était pas. Donc, la victoire, là, dont on n'en parle pas beaucoup, c'est parce que le Conseil a donc affirmé qu'il n'y a pas de justification pour montrer que le président est dépendant sur un étranger. Mais à la fin de nos plaidoiries, avec Maître Ndoki, brillant avocat d'ailleurs, nous avons sorti un document qui montrait que Mme Chantal Biya-Névirou est française. Donc s'il est dépendant sur cette dame-là, qui est étrangère, ça veut dire que nous avons rempli ce que le texte demande. Donc vous voyez donc, le rapporteur n'est pas revenu sur son rapport, mais en ce qui nous concerne, nous avons établi que nous avons un président visuellement dépendant. Nous avons un président qui a 92 ans. Ce n'est pas ça le problème. Chez condition que ses agissements cadrent avec les personnes de cet âge-là. Et que dans ces circonstances-là, il ne devrait pas imposer, n'est-ce pas, s'imposer au Camerounais. Dites-vous bien, il s'est déclaré candidat. Il n'a pas dit au Camerounais directement que je vais être votre président. Alors ça ne va pas, ça ne va pas. Et c'est pour ça que nous avons déposé cette requête. Mais est-ce qu'à vos yeux, cette recevabilité-là ouvre la voie des contestations d'éligibilité plus fréquentes à l'avenir? Oui, mais je pense que le cas de ce texte est très bien. Il est très bien ficelé. Mais je pense que pour aller vers ce texte-là, c'est de penser qu'on va avoir un président dépendant. Parce que le problème, le mot-clé dedans, c'est être dépendant de quelqu'un. Donc, si on a ce cas-là, j'ai même eu une requête qu'on a déposée encore devant le Conseil, disant que nous faisons de la promotion de l'homosexualité. Ça, c'est n'importe quoi, parce que nous avons dans notre programme dit qu'il faudra protéger les minorités, les blancs, voilà. Donc, non, je ne pense pas que ça va ouvrir une voie. Peut-être ils vont rédiger ça pour couvrir l'espace qu'ils avaient laissé là, pour bien éclairer la chose. Parce que dites-vous bien, pour asseoir son verdict, pour la première fois, je suis avocat depuis 46 ans, pour la première fois,
le Conseil a eu recours au texte en anglais pour démontrer son argumentaire juridique. Et ça, c'est quand même quelque chose. Quand on sait que les textes sont à l'origine en français, puis traduits, Oui. mais cette fois-ci, ils ont eu recours au texte anglais pour démontrer que c'était clair. Alors, au-delà de la dépendance que vous avez mentionnée tout à l'heure, quels sont les signes d'une gouvernance défaillante que le Cameroun, les Camerounais subissent? Bon, écoute, que je veux vous dire, la Chambre des comptes dit qu'il y a des gens qui ont volé. Je n'aime pas le mot corruption parce que ça masque tout. Il y a des gens qui ont pris l'argent qui était destiné pour combattre le Covid. C'est la Chambre des comptes qui le dit, c'est pas moi. Il y a des enquêtes qui sont lancées par-ci. SNH, dans l'affaire Glencore, quand je commence, il n'y a rien. Puis un an après, il dépose plainte contre X. Mais quand même, les jugements anglais et nigériens et américains disent clairement, Glencore reconnaît avoir soudoyé les hauts fonctionnaires de SNH et de Sonara. Est-ce qu'il faut de la magie pour savoir qui sont ceux qui ont fait ça? SNH fait une enquête, qui sont ceux qui étaient dans toutes les ventes à Glencore, et ils font une enquête, et dans moins d'une semaine, ils vont savoir ceux qui ont pris. Mais, puisque ceux qui ont pris, ce sont les mêmes qu'il faut poursuivre, on en est là. Ça, dysfonctionnement. Autoroute Douala-Yaoundé. Regardez ça. 2014, on en est à 70 km. Et le prix qui a presque triplé. Quand on commençait, c'était à 300 et quelques milliards. Maintenant, on nous parle de 1000 et quelques milliards. Regardez tous les secteurs. Regardez les rails jusqu'au nord. Regardez la route. Si vous partez du Tchad, dès que vous arrivez à Kousseré, votre calvaire commence. Donc, tous les secteurs, infrastructure, santé, éducation. Les jeunes qui partent de ce pays, ça devait nous faire honte. Pour aller mourir, d'autres dans le désert, d'autres traversant la Méditerranée, d'autres dans la guerre de l'Ukraine. Ce n'est pas normal. On est dans un pays qui a complètement échoué. Échoué à cause de peut-être une centaine d'oligarques qui ont pris le pays en captif. Et 12 octobre, là, on devrait se mettre ensemble pour leur montrer la porte. Revenons un peu sur le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'à votre avis, cette institution joue pleinement son rôle d'arbitre impartial dans le processus électoral? Non, mais je pense que ça ne peut pas être le cas puisque tous ceux qui sont là sont nommés par le président de la République. Tous ceux qui sont. Il y en a qui sont même partis du parti, du RDPC pour arriver. Il y en a même qui sont sur son côté, dont les épouses sont des députés. RDPC, donc. Il faudra trop demander, je pense que un chat n'accouche pas un chien. Vous, président, est-ce que vous maintiendriez cette institution telle qu'elle? Je pense que je ne vais pas l'appeler conseil, je vais l'appeler cour constitutionnelle. Et le choix des gens qui vont y aller va être des choix objectifs qui permettent de vérifier. Le texte parle d'indépendants et tout ça, mais personne ne suit. Je me rappelle, en 2018, quand j'avais plaidé dans le dossier pour le compte du professeur Maurice Kamto, nous avions démontré dans une première partie qu'il y a des gens qui siègent là, dont les noms apparaissaient toujours sur le site du RDPC. Mais écoute, le temps pour le verdict, ils sont partis tout effacés. Mais l'impartialité, il y a des gens, des magistrats qui sont dessus, de bonne volonté, que je connais, et qui est déjà arrivé à dire recevable. Il faut déjà dire alléluia, je pense. Mais à la forme, non, il faut changer cela. Vous avez mentionné 2018 tout à l'heure, justement, ouais. Et à cette époque-là, on se souvient, vous tentiez d'être président du pays, du Cameroun, et ceci sous la bannière du mouvement NOW. Ensuite, vous vous êtes retiré au profit d'un autre candidat, Maurice Kamto. Pourquoi ce choix à l'époque? Ce choix à l'époque parce que je voyais que les Camerounais, comme maintenant d'ailleurs, mettent une pression incroyable pour qu'il y ait un candidat à l'époque, unique, on disait à l'époque. Maintenant, on parle de consensuel. Et je pense que, vu la structure d'implantation, n'est-ce pas, du RDPC, il est essentiel qu'on puisse fédérer nos forces pour combattre le monstre. Intéressant.
Et si aujourd'hui, vous deviez réitérer ce geste de désistement pour un autre candidat de l'opposition? Je pense qu'il faut le faire en conclave. L'erreur que j'ai faite en 2018, c'est parce que là, maintenant, je suis soutenu par l'UPC et par d'autres partis politiques. Je pense qu'il faudrait que je fasse ça maintenant en consultation pour qu'ils puissent me suivre. Et je pense que les négociations en 2018 avaient trop duré avant qu'on aboutisse 2 jours avant le scrutin. Je pense que là maintenant, si ça doit se faire au moins 14 jours avant, je pense. Si vous n'étiez pas candidat à cette élection présidentielle, pour qui est-ce que vous voteriez? Je ne suis pas dans un combat de personne. Je suis dans un combat, je suis pas modeste, mais je suis le seul candidat qui a un thème. Le thème de ma campagne, c'est la lutte contre la corruption et la mise en place d'un gouvernement de transition. 5 ans. Mettre les choses en place, faire élire tout le monde, remettre des nouvelles structures, changer la loi électorale, la constitution et autres. Moi, je suis quelqu'un pour le fédéralisme. Quand on aura terminé ça, 5 ans après, je partirai après avoir organisé des élections qui verront en place un nouveau président. 5 ans. Donc, je suis le seul qui le dit. Et la lutte contre la corruption, et n'est-ce pas, je suis du Nord-Ouest, évidemment, la situation là me préoccupe. Voilà les 3 thèmes que j'ai. Donc, s'il y a quelqu'un qui me convainc de pouvoir livrer cela, ce n'est pas un problème pour moi. Toujours parlant de cette époque de 2018, à cette époque, Hiram Iyodi était votre porte-parole. Oui. Aujourd'hui, il est votre adversaire. Il n'est pas un porte-parole. Porte-parole a toujours été M. Paul Mahel. Il est toujours là. Oui. Il sera toujours là. Donc, Hiram était un des grands collaborateurs dans le cadre du mouvement Now. Et plein d'idées, très travailleur, que je considère, je dirais même comme mon fils. Et quand il a créé son parti, MP4, je crois, MP3, excuse-moi, MP3, il est venu me voir avant de le faire. Il m'a dit, j'ai dit, mais c'est une brillante idée. D'ailleurs, quand on a commencé cette année en 2018, quand on m'a investi septembre l'année dernière au QG ici, Hiram était là pour prendre la parole. J'ai toujours été avec lui. Je pense que il n'est pas mon adversaire. Vous aimez toujours mettre les gens les uns contre les autres. Il n'est pas mon adversaire. Il est un jeune que je trouve brillant, intelligent, qui porte un certain message, et je l'en félicite. Et j'espère que tout le monde est en train de marquer le territoire à un moment donné. Et on s'est déjà vu plusieurs fois avec Hiram. Donc je pense que c'est un jeune qui je ne veux pas dire qu'il y a de l'avenir. Je pense que peut-être même c'est dès maintenant, je n'en sais rien. Mais je n'ai pas une relation d'adversaire avec lui, pas du tout. D'accord, c'est noté. Le 18 août dernier, vous avez soufflé sur votre 73e bougie. Exactement. Mais vœux les meilleurs pour cet anniversaire. Merci infiniment. Cependant, diriger un pays nécessite de l'énergie et de l'endurance. Comment est-ce que vous réussissez à convaincre ceux qui sont sceptiques que vous avez encore les capacités physiques et mentales d'endosser ce rôle? Bien à 92, 20 ans de plus que moi. Je pense que ça répond à la question. L'énergie, je fais beaucoup de choses. Je consulte encore pour les Nations Unies. Dimanche, là, je vais aller à RCA pour les Nations Unies. 2 semaines après, je vais aller en Zambie pour les Nations Unies. Je travaille, je produis, j'ai les capacités pour le faire. Et on le sait. Je suis candidat, je suis là avec vous. Et on en parle. Faites pareil pour M. Biya et posez-moi la question après. Il n'y a pas de problème, j'y compte bien. You were born in the Northwest, you have mentioned it. Yeah. A region that has been in crisis for nearly a decade now. Yeah. How will you convince the Anglophone belligerents to sit at the same table with the state? Oh, they are ready. After so many years of They are violence ready and to mistrust. dialogue. They are ready to dialogue. They are ready to speak. We have a government which is deaf, completely deaf. They have never shown, grand dialogue and all this fake stuff. The real will to dialogue will start in the assembly. Have one session where you debate about the Anglophone crisis. Call people, experts, call me, Akere Muna,
I'm from that area. I know what's happening. I spent 2 years working with President Thabo Mbeki to get a solution to that. So I know what there is to do. I have a plan in place. It's through dialogue, not by exclusion, not by what we're seeing now and saying, oh, who do we speak to? Oh, there are 50 factions. Talk to somebody. Clearly, the Canadians tried. They were very close to, and the government backed out. The Swiss tried. The government backed out. So I think all you need is genuine dialogue. They are suffering as well. And the intriguing thing about the Northwest and this crisis is that they're killing each other in their own areas. I don't see how that can solve anything. It's like me drinking poison and thinking you will die. It doesn't work that way. We have to work towards a system of dialogue. And in my 100-day plan, dialogue is at the center of it to solve that problem. There is dialogue, there is audit of our accounts in the country, there is double nationality, multinationality. We make sure that we can include our brothers and sisters living out of the country in a development process. We start building our institutions. All these are important things to do. And of course, very importantly, we bring back the remains of President Ahidjo, his wife and his first daughter. These are things that we plan to do. But to go back to your main question, yes, Northwest, the need is dialogue, genuine dialogue. Okay. But peace is not only the absence of war, it also requires social justice. Correct. So how would you connect, resolutions of security crisis with social renewal that speaks about historical inadequacy? Yeah, that's true. It's a very important question. How can we get peace by placing ourselves in a historical situation that no longer exists, which is what you're saying? When Nigeria started the federation, there were 3 states. Today they are going to 38 states. So society evolves with the times. And that is what we should see happen. That's why a dialogue is important to adjust. People have sometimes fantastic knowledge of the past, of what was and all that, and they want to have it. I remember when I was growing up, there are some people who had uncles who say, oh, the Germans were so fantastic, because that's what they remember when things worked. And now everybody says, oh, during Ahidjo's time, things were so fantastic. That's the way life is. I think to adjust that, we have to make sure that there is a dialogue as to what our priorities for the future. The best way, it's good to know the past, but the best way to progress is by mastering the future and planning for it. You can do nothing about the past. The only thing you can do anything about is the future. And you must master the future. We must know. Our country, I don't know what the future plan is. I don't know. President Biya used to have a team every year, emerging, the force of the strength of experience and all that kind of stuff. I've been waiting for the one this year. I haven't heard the slogan for this year. Or maybe as the comedian pastor said, the program for this year is, Vous allez dire l'heure. Let's talk about the future now. Yeah. Quelles sont vos priorités économiques pour vos 5 années de transition? Bon, écoute, j'ai 2 parties dans ce programme. La première partie, c'est les 100 jours, n'est-ce pas? Et la deuxième partie, c'est les 5 ans. 100 jours, on va rapidement auditer pour savoir ce qui se passe. On va rapidement mettre dans toutes les communes, donc il y en a 360 arrondissements, des comités de développement pour qu'ils déterminent eux-mêmes quelles sont les urgences. Ça, on parle de l'économie. Hein. J'ai parlé d'audit parce que, on a vu ce qui se passe au Sénégal, ce que le président sorti avait déclaré comme dette. Et la réalité. Et la réalité, c'est pour ça le FMI est dans ce pays pour voir exactement combien. Dans ce pays, je retiens mon souffle, je ne sais pas combien nous devons. Parlant des 360 communes, il y a des projets économiques qui sont dans les 5 ans long terme, qui se revoir notre système d'éducation pour l'ajuster, n'est-ce pas, à nos besoins.
il y a des choses comme voir si on ne peut pas repartir avec ces plans, les plans quinquennaux qu'on avait avant. Parce que là, on ne sait pas exactement ce qui est attendu. Et je voudrais dire, en ce qui concerne les 360 communes, je suis convaincu, à base du dossier que j'ai, à base du travail que je fais, que en 5 jours, je peux remettre dans les caisses de l'État 800 milliards à partir du secteur pétrolier et tout ce qui s'est passé dedans, 800 milliards. En 5 jours? En 5 jours. Ne serait-ce que avoir au minimum l'entente pour les faire payer. Parce que Glencore, dont il faut parler, a payé aux États-Unis 1000 milliards. Les États-Unis n'ont perdu même pas une goutte de pétrole. Même pas une goutte. Mais leur texte en matière de corruption et de blanchiment d'argent, ils ont utilisé ça pour, je ne vais pas les extorquer, pour faire une amende que Glencore a payé de 1000 milliards. Et je pense que, ici au Cameroun, on devrait avoir un minimum de 800 milliards. Si je regarde, il y a deux traders importants qui ont des façons de fonctionner qui m'intriguent. Les ventes de pétrole à 70% de décote, à 30% de décote, ça rime quoi. Il y a d'autres aussi à voir. Donc je pense que dans les 5 jours, on est à mesure d'avoir un agreement pour que cet argent. Et quand cet argent va tomber dans la caisse de l'État, on mettra 1 milliard par arrondissement, c'est 360 milliards, pour les projets d'urgence qui auraient été développés, n'est-ce pas, par les comités de développement qu'on a installés par arrondissement. Donc, je pense que les choses vont changer for the better, pour le mieux. Alors, le Cameroun de vos rêves en une seule phrase. Le peuple au centre de tout plan de développement. Le peuple au centre de tout plan de développement. Exactement. Encore une dernière question. Pourquoi demain devrait commencer avec vous? Parce que je sais d'où on vient et je sais ce qu'il faut. Je vais être avec ceux qui veulent préparer l'avenir pour les jeunes. Parce que nous avons une jeunesse vaillante. Nous avons des femmes très fortes, travailleurs, qui constituent en fait le socle de toutes les familles dans le pays. C'est les femmes. Je pense que ces deux personnes-là doivent être mis de l'avant pour tracter notre pays vers les avenirs meilleurs. Merci maître d'avoir honoré son Oui, merci infiniment de votre part. Le chemin vers le 12 octobre n'est plus si long. Eh bien, quelques questions restent en suspens, quelques promesses doivent être confrontées à la réalité, mais ce qui est sûr, c'est que le Cameroun est à la croisée des chemins. Comme un miroir tendu à la nation, cette interview a été le reflet d'un combat, des souhaits également des rêves. Il ne manquerait plus que ces rêves trouvent leur place dans les urnes et dans les cœurs des Camerounais. Merci à tous de votre attention. Merci d'avoir suivi ce numéro de The Interview spécial présidentielle. On se retrouve très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager pour plus de contenu sur Season Media. Merci.